En fait, non seulement ils étaient rémunérés par l'OAS pendant qu'ils commettaient des actes terroristes, mais en plus l'État les a rémunérés de façon rétroactive, n'est-ce pas? Il leur a redonné leur solde qu'ils n'avaient pas eu parce qu'ils avaient quitté leur travail pour rejoindre l'OAS, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y en a qui ont la double peine, eux, ils ont la double récompense. Bienvenue, docteur Oulaoudia. Merci d'avoir trouvé le temps de me rejoindre dans ce podcast pour parler notamment de votre dernier ouvrage que j'ai ici, qui s'intitule donc OAS Archives inédites Révélations. Et puis aussi de vos ouvrages précédents, notamment celui dans la continuation duquel se trouve votre dernier ouvrage. Donc, c'était l'ouvrage L'assassinat de Château-Royal. Et puis, bien sûr, vous avez aussi publié pas mal d'autres ouvrages avant ça. Donc, vous êtes médecin de profession, mais bon, vous êtes quand même devenu historien par la force des choses, me semble-t-il. De toute façon, vous nous en parlerez. Voilà, donc en fait, votre dernier ouvrage est pas mal basé sur des archives qui sont devenues accessibles au public récemment, vous nous en parlerez, et vous avez donc bien sûr profité pour explorer ces archives parce que donc, vous êtes le fils de Salah Ould-Daoudia, qui avait été assassiné avec 5 de ses collègues le 15 mars 1962 donc à Château-Royal, en Algérie. Donc, c'était en Algérie, qui était sous domination française encore à l'époque. Et voilà, donc malheureusement, cet assassinat, et on pourra dire aussi ce massacre de ces six enseignants, inspecteurs, dirigeants de l'éducation, en fait, cet événement tragique concentre en fait beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont très révélatrices de cette époque-là. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on va explorer ensemble grâce à votre travail vraiment d'historien, qui est reconnu d'ailleurs par Pierre Vidal-Naquet notamment. Voilà, donc je dirais la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte sociopolitique en Algérie, donc à la veille de cette date fatidique du 15 mars 1962, donc à laquelle il y avait eu cet assassinat-là? Je voudrais prolonger une phrase que vous avez prononcée. Je suis devenu historien dans l'ordre des choses, non par nécessité, parce que la caractéristique de ce crime, c'est d'avoir été commis par des gens qui n'ont jamais été arrêtés, jugés et par conséquent condamnés. C'est un crime sans criminel, c'est un massacre sans massacreur. Ce sont des terroristes français de l'OS qu'on n'a jamais jugé bon d'arrêter et de juger pour ce crime qu'ils ont commis. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté, que la France, qui est un État de droit, ne se soit pas donné la peine de se poser la question de savoir qui avait commis cet acte-là. C'est donc par nécessité
et par rationalité quelque part que je me suis lancé dans cette enquête. Le contexte de l'époque, eh il est facile à comprendre. Le 15 mars, c'est avant le 19 mars, c'est-à-dire une époque où chaque jour, chaque heure, on pensait que les accords allaient être signés à Évian entre les délégations algériennes et françaises. Et donc, cette échéance, les extrémistes de l'Algérie française, les tueurs de l'OS, pour eux, c'est insupportable, c'est inacceptable, et ils font tout pour l'empêcher. Et quand on lit ce que Robert Buron, l'un des négociateurs français à Évian, écrit, ça a bien failli capoter ces accords d'Évian du fait de ce crime-là en particulier. Et il écrit, l'OAS a-t-elle finalement avoir raison? C'est-à-dire que la déraison, la folie allait l'emporter sur la raison de création d'un État algérien libre et indépendant après 7 ans et demi de guerre. Le contexte était donc celui-là. On attendait la paix dans un climat de guerre civile d'une exceptionnelle violence, puisque grâce aux archives, j'ai pu voir la chronologie des attentats que je décris dans mon livre pour une journée, le 7 mars. J'ai choisi cette journée parce que l'un des futures victimes du crime du 15 mars écrit à ses enfants pour dire le climat dans lequel il se trouve. Et le lendemain, mon père écrit à son frère. Donc, ce que se trouve dans les archives du commissariat de police d'Alger, il y a le ressenti de l'un la veille et le ressenti de l'autre le lendemain. Et le 15 mars, il y a eu, donc le chiffre exact, avec les nombres d'appels au commissariat central d'Alger qui recevait tous les appels d'attentats, d'événements qui se déroulaient dans Alger avant de l'envoyer au commissariat du lieu où se déroulait la violence, un attentat toutes les demi-heures. Certains jours, c'était 20 morts par jour. Il y en a d'autres, c'était 50 morts par jour. Au mois de mai, lorsqu'il y a eu l'explosion de la bombe au centre d'embauche des dockers, ça a été 60 morts tout d'un coup, plus 120 blessés. On imagine ce que cela entraîne comme désordre, comme émotion dans une ville comme Alger. Et donc, c'est ce climat-là qui a lieu, dans lequel se déroule le 15 mars 1962 une violence absolue, comme peu de villes en connaîtront plus tard. Il ne s'agit pas d'une guerre comme la 39-45 avec des bombardements aériens, des combats d'une division contre une autre. Non, ce sont des terroristes locaux, le FLN mettant également son grain de sel dans l'affaire. Donc il y avait un climat de violence tout à fait incroyable. Et je me demande a posteriori comment on a fait pour vivre normalement, puisque j'allais à la faculté de médecine, j'allais à l'hôpital le matin, à la faculté de médecine l'après-midi, ma sœur allait à la faculté des sciences, mon père travaillait, on menait une vie normale dans un climat de folie sanguinaire et criminelle. Oui, alors c'est ce que j'allais dire justement, hein, donc vos deux ouvrages, hein, le dernier et puis aussi l'assassinat de Château-Royal, hein, qui est un peu son prédécesseur, mettent très bien justement le lecteur, je trouve, dans cette atmosphère vraiment terrible, sachant que voilà, donc on est quelques années après le déclenchement de la guerre de libération, le 1er novembre 54, qui en quelque sorte qui était l'aboutissement d'un siècle et quelques de domination française de laquelle les Algériens ont tenté de se libérer, en tout cas ceux qui avaient en projet de se libérer, parce qu'il y en avait aussi qui acceptaient un peu la domination et essayer comment dire, de s'en sortir voilà, autant qu'ils pouvaient avec, enfin, malgré elle. Mais voilà, suite au déclenchement de cette guerre de libération, effectivement, ça a forcé la France à se confronter à ces contradictions
et bien sûr, en fait, a révélé son vrai visage en réalité. Hein. En tout cas, on pourra en parler, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Hein. Quel est le vrai visage? Est-ce que c'est l'état de droit qu'effectivement on pourrait penser que la France était, ou est, hein, ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est cet état d'exception? D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai interviewé Eugénie Mériot, justement sur le sujet sur ce sujet-là, hein, l'état de droit versus l'état d'exception. Et du coup, oui, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'informations sur ben, votre famille, parce que voilà, votre papa donc qui était donc assassiné le 15 mars 1962, eh bien, il était quand même inspecteur des CSE. Hein. Alors, on parlera un petit peu après des CSE, mais voilà, c'est des organismes qui ont été créés justement après le déclenchement de la guerre de libération, hein, pas avant, hein, c'est peut-être pas un hasard. Et donc voilà, en tant qu'Algérien, en tant qu'indigène, votre papa, quand même, il a atteint un niveau assez élevé dans la fonction publique voilà, de l'administration coloniale. Hein. Euh, et voilà, donc est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'informations sur votre famille, puis voilà, notamment votre papa, ben, voilà, quel était son parcours pour arriver à cette position quand même assez prestigieuse et assez rare, j'imagine, pour un Algérien, qui était celle d'inspecteur des CSE. Il faut séparer deux choses. Le destin de ma famille dès le départ, et puis celui de mon père. Mais mon père, il n'avait rien d'exceptionnel. Il était instituteur, comme tout le monde, comme Pharaon, comme Amouten. Et puis Germaine Tillon, 1955, conseillère civile, oui, c'est ça, conseillère au cabinet civil de Jacques Soustel. Jacques Soustel se préoccupe de l'état de sous-développement d'Algérie, demande, parce que c'est un petit malin, demande un état dans lequel il trouve l'Algérie, et il y a une administration centrale française, le commissariat général au plan, qui fait une inspection de l'enseignement en Algérie, et le chiffre tombe. Ce n'est pas des historiens tendancieux, ce ne sont pas des ennemis de la France, c'est l'administration centrale française qui écrit dans un rapport du commissariat général au plan sur l'éducation nationale française en Algérie qu'il y a 14,7% d'Algériens en âge d'être scolarisés qui sont à l'école. 14,7% d'Algériens sont scolarisés en 1955. La colonisation, c'est 1830. 1955, ça fait combien? En un siècle et des brouettes, 80%, parce qu'il faut voir à l'envers, 80% des Algériens sont à la rue. Alors, quand en février 2005, des députés français font voter la loi visant à obtenir visant à obtenir de l'enseignement dans les établissements scolaires français des bienfaits de la colonisation d'Algérie, c'est doucement rigoler, c'est se moquer du monde, c'est se moquer du peuple, c'est se moquer de la France elle-même et du commissariat général au plan, parce que ces grands administrateurs généraux, ils étaient là pour pas, pour, non pas pour, comment dirais-je, ils n'étaient pas là au service de l'Algérie française, il était là au service de la France. Et ils ont dit 14,7% des Algériens en âge de scolariser le sont. Point final. Ils vont dire d'ailleurs que le chiffre a été gonflé par l'administration tellement il était honteux. Au bout d'un siècle et demi de colonisation, on n'a fait que ça en matière de colonisation. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter de la chose. On va, sous Stel, à l'initiative de Germaine Tillon, on va créer les centres sociaux éducatifs, ce que vous avez dit avec le cycle CSE pour aller plus vite. Les centres sociaux éducatifs, on va faire un enseignement, pas au rabais, un enseignement tel qu'elle l'avait vu en Amérique du Sud, ou pour aller plus vite. Au lieu de faire un cursus complet, on va prendre les enfants, filles et garçons, et les adultes, leur donner un enseignement de base, une éducation de base. On leur apprend pas l'algèbre, la géographie, on leur donne des choses très simples pour savoir se débrouiller dans la vie, avoir un métier, gagner leur vie. Ce sont les centres sociaux éducatifs. Donc Germaine Tillon, grande déportée, résistante, amie de l'Algérie. Quel est l'Algérien qui ne connaît pas Germaine Tillon et son implication pour empêcher les condamnations à mort de patriotes algériens?
Germaine Tillon va créer les centres sociaux et je me souviens très bien qu'elle était venue chez nous un jeudi. Pourquoi un jeudi? Parce qu'à l'époque, on n'allait pas à l'école. Ma mère, qui était institutrice, et mon père, instituteur, ne travaillaient pas. Et donc, ma mère a fait un repas pour recevoir Germaine Tillon. Et mon père, parce que j'étais préposé à aller ouvrir la porte de notre maison, m'avait dit, tu sais, fais attention, hein, dès qu'on sonne, tu vas ouvrir vite parce qu'il y a une grande dame qui va venir à la maison aujourd'hui. Moi, j'avais 14 ans. Une grande dame, je l'avais pris au sens premier du terme, au sens des dimensions, des mètres et des centimètres. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une petite dame, une toute petite dame, et puis derrière une voiture noire avec un chauffeur. Donc j'ai hésité à ouvrir la porte parce qu'elle était petite. Mon père m'avait dit qu'elle était grande. Et elle me dit, mais je suis Germaine Tillon, monsieur. Oh, mon Dieu, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai dit ça à mon père plus tard après, il m'a dit qu'on était passé à deux doigts de la catastrophe à cause de moi. Donc, Madame Germaine Tillon est venue à la maison, a proposé à mon père d'entrer dans les centres sociaux, ce qu'il a fait. C'était une promotion au même titre que d'autres ont été promus d'instituteurs directeurs de centres sociaux euh, pour créer, avancer dans la création des centres sociaux éducatifs à Alger et dans le Bled. Voilà le cursus de mon père. Et ensuite, à l'ancienneté, c'était le plus ancien du service en 1962. Il est devenu inspecteur des centres de la région Est d'Alger, du secteur Est d'Alger. Ma famille, elle a une toute autre destinée. Ma famille est issue de la pauvreté la plus brute, la plus absolue, puisque mon grand-père paternel, son père, qui n'avait pas de travail en Kabylie, avait émigré en Tunisie dans les mines de fer. Il était tout seul à la charge d'un de ses oncles paternels et il gardait le troupeau de chèvres de son village, du village, pas le troupeau de chèvres de son oncle, le village, pour lui permettre d'avoir un petit peu de travail. Et c'est là que les pères blancs de Monseigneur Lavigerie, qui sont venus pour évangéliser la Kabylie, ont trouvé cet enfant dans une misère noire, avec la tête, avec une teigne, on l'appelait le teigneux, au sens qu'il avait une pathologie dermatologique du crâne, et non pas un teigneux, on l'entend aujourd'hui comme quelqu'un de bagarreur. Et donc, il a pu aller dans l'école des pères blancs, il a passé le certificat d'études, il a passé un certain nombre d'examens, tout seul, c'est la méritocratie. Il a bénéficié d'un enseignement, mais sans plus, à la force des poignets, et grâce, il faut le reconnaître, grâce au père blanc de la Vigerie, parce que l'école publique à Michelet est arrivée 10 ans après l'école religieuse. Bon, au lieu d'avoir 14,7% d'Algériens scolarisés, il y en a eu 80%, mon grand-père aurait été à l'école publique, à l'école laïque. Là, il a été à l'école catholique. Eh bien, merci l'école catholique d'avoir permis à des Algériens de devenir des lettrés, instituteurs ou, pour mon grand-père, avocats, etc. Voilà l'histoire de la famille Ouldaoudia. On est issu, le chab, le peuple, ceux qui ont eu faim. Oui, 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 effectivement, la colonisation a fait que ben, les Algériens se sont retrouvés du jour au lendemain dans une misère au sens large du terme, parce que en arrivant en 1830, en fait, la France, elle avait trouvé des Algériens qui étaient alphabètes à 95%, qui savaient lire et écrire. Grâce aux écoles, bon, ça s'appelle les écoles coraniques. Alors, bien sûr, il y a Oui, oui, toute cette stigmatisation des écoles coraniques aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, voilà, il y avait pas de terroristes, quoi. C'était des écoles qui formaient des gens, et puis voilà, ils savaient lire, écrire, bien etc. sûr, Voilà. Et voilà, donc un siècle et quelques, hein, 125 ans, quand ils ont fait ce bilan fait par l'administration française, hein, dans lequel ils ont trouvé que 85,3 pour le coup pour cent des oui, oui, Algériens, hein, oui, qui devait être en plus un bilan minimisé, hein, évidemment, très certainement, qui étaient analphabètes, on pourrait dire, parce qu'ils n'étaient pas à l'école. Donc voilà, ça bien montre sûr. un petit peu l'œuvre civilisatrice de la France par Et les chiffres, hein, par ses propres voilà, chiffres à elle. Hein. De toute façon, bon, le chiffre de taux d'alphabétisation de 95% en 1830 en Algérie, bon, je l'ai de sources historiques, donc je pense que ce sera facile à vérifier.
Et inversement, enfin, en France, en 1830, le taux d'alphabétisation était extrêmement faible. Il devait être à 5 ou 10%, pas plus que ça, hein. Donc on voit un petit peu qu'est-ce qui était civilisé dans l'histoire et qui n'était pas civilisé et qu'est-ce qui a détruit l'autre, on pourrait dire. Et oui, donc les pères blancs, oui, c'est vrai. Enfin, moi, ma mère est partie chez les sœurs, hein, chez les sœurs. Alors j'en profite justement parce que vous avez écrit un très bel ouvrage aussi qui raconte un enlèvement en Kabylie, ça s'appelle d'ailleurs un enlèvement en Kabylie, hein, sur Oui. l'enlèvement d'une sœur qui avait été enlevée par des moudjahidines, hein, du FLN dans le maquis. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit un petit peu, pour faire un parallèle rapide avec l'actualité, hein, avec on est au moment où on parle, on est au moment du cessez-le-feu entre le Hamas à Gaza et puis les forces sionistes et le gouvernement sioniste, l'État sioniste. Et on voit bien l'état des prisonniers respectifs. Et dans votre ouvrage, enfin, je ne vais pas tout révéler, mais j'incite les gens à le lire. On peut dresser des parallèles assez flagrants avec la situation aujourd'hui, hein, actuelle, quand on voit comment les otages du Hamas sont traités et comment les prisonniers palestiniens, des prisonniers administratifs, il faut dire, hein, ils sont pas, pour la plupart, ne sont pas passés devant un juge, comment eux ont été traités, on le voit à travers les images. Donc oui, effectivement, hein, les Pères Blancs ont apporté ce qu'aurait dû apporter l'État français s'il était vraiment bien intentionné Vous envers les Arméniens. permettrez, parce que vous dites des choses très importantes et trop rapides. Ce parallèle que vous faites entre l'enlèvement de deux sœurs blanches et les enlèvements des otages israéliens, la comparaison entre le traitement dont les otages israéliens ont bénéficié de la part du Hamas et le traitement dont les Palestiniennes et les enfants palestiniens ont bénéficié du côté de l'armée israélienne, ce parallèle, il est tout à fait valable parce que je n'avais pas la preuve lorsque j'ai traité de ce sujet de l'enlèvement de deux sœurs blanches. Elles ont été enlevées, ces deux sœurs, par représailles à l'enlèvement par l'armée française de trois infirmières de la LN. Mais je ne savais pas les mauvais traitements dont elles ont été les victimes. Alors que les deux sœurs blanches, dont l'une a survécu, et c'est elle avec laquelle j'ai eu un entretien, a été formelle, elle a été bien traitée, bien considérée par ses ravisseurs. Il ne faut pas gommer la violence extrême que constitue un enlèvement. Ce sont des religieuses, elles sont tout à fait innocentes, elles ont été enlevées par représailles. C'est pas bien, c'est sûr, c'est condamnable, mais entre les deux condamnations, entre les sœurs blanches qui ont été respectées et les trois infirmières algériennes qui ont été maltraitées, et de quelle façon, on voit de quel côté se situe la barbarie. Eh bien, aujourd'hui, dans ces enlèvements d'otages israéliens et les enlèvements des Palestiniens et des Palestiniennes à Gaza, on voit la différence de traitement et de considération. C'est pas bien d'avoir enlevé des Israéliens, c'est pas bien, mais ils ont été bien traités. C'est encore moins bien de la part d'un État qui se dit démocratique d'enlever des femmes et des enfants innocents et de les maltraiter dans des prisons. Il y a effectivement un parallèle à faire entre le comportement du FLN avec deux religieuses et le comportement du Hamas avec des civils israéliens innocents. Oui, voilà. L'histoire balbutie. Exactement, oui, voilà. De toute façon, enfin, il y a des schémas qui se reproduisent, hein, les colonisateurs, hein, le colonialisme, en fait, parce que c'est des schémas du colonialisme, peu importe qui est le colonisateur, se reproduisent de manière vraiment Systé- enfin, très Tout frappante. à fait. Tout Voilà, à fait. tout à fait. Donc oui, donc votre papa a eu la chance, entre guillemets, hein, d'avoir accès à l'éducation, non pas via l'administration française coloniale, mais via les Pères Blancs. Et voilà, donc il est devenu instituteur. Et puis, donc, en 1955, Germaine Tillon, qui avait créé donc, les CSE, donc c'est les centres socio-éducatifs qui avaient pour objectif de donner ben, l'accès au BABA, hein, donc l'accès à une éducation minimale.
aux Algériens, enfants et adultes, parce qu'évidemment, la France était là depuis un siècle et quelques, 125 ans, et voilà, donc les adultes, entre-temps, ils ont été complètement analphabétisés. Et donc, voilà, elle est venue chercher votre père, hein, pour lui proposer d'occuper le poste d'inspecteur, je pense, c'est ça, hein? Non, d'abord directeur du centre Directeur. social de la Redoute. D'accord. Vous me permettrez, quand vous parlez de CSE, vous me permettrez d'insister sur le fait qu'il faut dire centres sociaux éducatifs. Parce qu'en disant CSE, bien malgré vous, vous diminuez la gravité du crime. On s'en est pris à l'éducation nationale, on s'en est pas pris au CSE. CSE, c'est un sigle. Centre sociaux éducatifs, c'est l'éducation nationale. Et ce sont des terroristes français qui ont commis le premier crime contre des enseignants français. Ils ont tué ce jour-là 6 Samuel Paty. Ils ont tué ce jour-là 6 malheureux Michel Bernard. Ils ont fait fort ce jour-là les terroristes français. Donc j'insiste respectueusement auprès de vous pour qu'on parle de centres sociaux éducatifs. C'est un crime contre l'éducation nationale. C'est un crime contre la culture qu'on a commis là. Surtout que parmi les 6, il y avait 2 écrivains, Max Marchand, qui a obtenu le grand prix littéraire d'Algérie, et puis notre cher et regretté Mouloud Feraoun. C'est donc un crime contre la culture et contre l'éducation. Oui, vous avez Voilà ce que raison. je me permettais de vous dire. Bien sûr, oui, je dis CSE parce que, enfin, j'ai dit CSE tout à l'heure en introduction parce que je préférais vous laisser vous élaborer sur cet aspect-là, effectivement, très important. Hein, c'est des centres socio-éducatifs et on pourrait dire que c'était la première fois que la France se souciait tout à coup. Alors, c'était en 1955, comme par hasard, c'était quelques mois après le 1er novembre 54. Donc, on peut se dire, ah bah tiens, la France était peut-être un petit peu comment dire, face à ces contradictions, elle a essayé enfin, une partie de la France, parce qu'il y a aussi l'OS, hein, est-ce que l'OS fait partie de la France ou pas, c'est une question aussi. Donc une partie de la France, qui est représentée notamment par Germaine Tillon, s'est dite, enfin elle s'est pas dite, Germaine Tillon, je pense qu'elle avait en tête ça depuis assez longtemps, mais elle n'avait pas pu pousser ce projet. Mais là, je pense que le contexte faisait que tout à coup, il fallait rallier le maximum d'Algériens à la cause de coloniale, même s'il fallait, c'est pas comme ça que ça leur a été présenté, mais c'était Moi, pour je leur suis dire pas que sûr qu'il faille utiliser ça. Mhm. Mon père s'est pas rallié à la cause coloniale. Non, non, je parle Non. des Algériens qui étaient la cible de cette éducation, hein, de cette éducation que leur offraient les CSE. Hein. Donc, en fait, j'imagine que l'administration coloniale française, c'était pour séduire en quelque sorte les Algériens et pour leur dire non, non, regardez, la France, elle est quand même bien parce que regardez, on vous offre l'accès à l'éducation. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu cet aspect-là quand même de tenter de séduire les Algériens, sachant que juste un an avant ou 6 mois avant ou un peu plus de 6 mois. Donc il y avait le 1er novembre 54. Et là, les Algériens, ils étaient obligés de choisir. Donc il y avait une alternative qui était l'indépendance et tout à coup, elle était un petit peu matérialisée quand même. En 1954, je ne sais pas combien d'Algériens ont compris que la France était en train de Oui, les c'est vrai. séduire et qu'il fallait. Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Toujours est-il que la France s'est trouvée confrontée en 1954, 6 mois après l'échec de Dien Bien Phu. Il faut voir, il y a une continuité de l'histoire. La France vient d'être éjectée de l'Indochine. Et voilà que les Algériens s'y mettent 6 mois après. Donc attention, il y a le feu à la maison. Il ne faut pas oublier que le président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre de l'époque, c'est Pierre Mendès France. Mendès France, c'est lui qui a fait la paix en Indochine, qui est en train de travailler pour apaiser ce qui se passe en Tunisie au Maroc. Et puis Soustelle, lorsqu'il est nommé gouverneur général de l'Algérie, il est nommé gouverneur général de l'Algérie par Pierre Mendès France, parce que Soustelle, à l'époque, est un libéral. Il va changer avec le temps. Mais à cette époque-là, c'est un libéral et on va lui demander, il va avoir pour mission de rattraper le retard en disant attention, regardez, il y a le feu à la maison. Il y a 14% des Algériens qui sont seulement scolarisés, il faut faire mieux. Oui, Donc le oui, problème de séduction, je ne le vois pas tout à fait sous cet angle-là, de séduire les Algériens, mais plutôt de rattraper un retard considérable oui. qui met à mal les bienfaits de la colonisation.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Enfin, je sais que dans la politique française, coloniale française, après comment dire, le déclenchement de la guerre de libération, il y avait la carotte et le bâton. Hein, et la carotte, en fait, c'était d'essayer de gagner, je sais plus comment il disait ça, hein, de gagner les esprits, hein, de gagner les esprits des Algériens. Hein, c'est ce que je veux dire par séduction, mais c'est vrai que là, vu la situation des Algériens, c'est peut-être pas un bon terme, parce que c'est vrai que là, enfin, voilà, les Algériens, ils avaient d'autres priorités que d'être séduits, notamment d'arriver à avoir à manger pour le lendemain ou pour le soir même. Et du coup, oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient reçus ces centres socio-éducatifs une fois qu'ils sont ouverts, une fois que les Algériennes et Algériens, euh, donc enfants et adultes, avaient accès à ces centres socio-éducatifs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà, quelle a été leur réaction? C'est une très très bonne question que vous posez là parce que ça pose toute la problématique des centres sociaux et comment on en est arrivé au 15 mars 1962. Il faut gagner la confiance des esprits et des cœurs. On a perdu les esprits et les cœurs en Indochine. Là, il ne faut pas refaire l'os doit être comme le poisson dans l'eau. Et le poisson, l'eau, c'est le peuple algérien. Par conséquent, on va savoir, pour savoir ce qui se passe au sein des cœurs et des esprits algériens, il va y avoir création en septembre 1955 par Jacques Soustel des SAS. Les SAS sont d'abord d'origine militaire pour renseigner l'armée sur l'état d'esprit des populations. Ce sont d'abord les SAS qui vont être créés avec le but de maîtriser, de contrôler ce qui se passe dans les villages et ce que pensent les populations. Au mois d'octobre, ce sont les centres sociaux. Les centres sociaux, c'est l'éducation nationale. Les SAS, c'est l'armée. D'emblée, les Algériens vont accepter les centres sociaux, vont fréquenter les centres sociaux. Des Algériens comme mon père, mais des Français aussi vont entrer dans les centres sociaux éducatifs comme professionnels, si vous voulez. Alors que les SAS, les Algériens, ils vont sur la pointe des pieds. Ils y vont avec la baïonnette dans le dos. C'est pas spontané. Et donc, l'armée va immédiatement conclure. Les Algériens ont peur de l'armée parce qu'ils ont peur qu'on sache ce qu'ils font avec le FLN, alors que les centres sociaux sont les complices du FLN, puisque le FLN laisse les populations fréquenter les centres sociaux. Et c'est comme ça qu'il y a eu une animosité dès le départ, un combat, une opposition, un conflit entre les SAS, services d'action spécialisés dans le bled, SAU, section d'action urbaine dans les bidonvilles, et puis les centres sociaux éducatifs, de les placer sous l'autorité de l'éducation nationale, qui n'avait rien à voir avec les contrôles d'identité. Donc il y a un accord euh, total, absolu, sans réserve, sans restriction, des populations du bled ou dans les bidonvilles. Mon père était dans le bidonville du Clos Salambier. Donc les populations viennent sans restriction fréquenter le centre social. Et je raconte une anecdote dans l'assassinat de Château-Royal, où mon père est directeur d'un centre social et il y a un moniteur algérien qui arrive en retard. Et mon père lui fait pourquoi tu arrives en retard? Il fait parce que j'ai été arrêté par les parachutistes. Et pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que je faisais partie du centre social. C'est tout. Mon père n'en croit pas ses oreilles. Il fait, tu as été arrêté. Ils m'ont arrêté, ils m'ont torturé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et sauf le respect que je vous dois, monsieur le directeur, le moniteur se tourne, soulève sa chemise, il avait le dos zébré des coups de cravache. Donc, il y avait une suspicion systématique de l'armée à l'égard de tout ce qui concernait les centres sociaux. Et très rapidement, 56, les centres sociaux vont faire l'objet d'arrestations de personnel français, de personnel algérien par les parachutistes de la 10e division de Massu, Français et Algériens, hommes et femmes, vont tous être torturés sans discrimination. Là, il n'y avait pas de premier, de deuxième collège, il n'y avait pas de français et d'arabe. Hein. Tout le monde à la casserole. 10% du personnel d'un service, aucun autre service
n'a été l'objet de la vindicte de l'armée comme l'ont été les centres socio-éducatifs. Oui, ça montre bien. Alors tout à l'heure, j'avais dit effectivement, donc d'un côté, il y avait cet aspect de la France coloniale représenté par Germaine Tillon qui voulait donner voilà, le minimum aux Algériennes et Algériens via l'éducation déjà, c'est vraiment la base pour la suite, pour toute la vie. Donc il y avait à l'autre extrême l'OAS, et puis on va en parler. Et puis c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y avait le côté militaire de la France coloniale qui, lui, donc à travers ses sas, hein, en fait, lui, comment ça se passait vraiment dans les sas, hein? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu enfin, comment étaient traités les Algériens dans ces sas? Il y a eu deux catégories d'officiers de SAS. Il y a des officiers de SAS qui ont fait leur boulot, qui étaient surtout chargés de faire de l'enseignement, un petit peu de puériculture, de l'hygiène sociale, soigner les bobos, conseiller les femmes, donner on va dire, un côté humanitaire. Et puis il y avait des salauds, le capitaine de SAS des Béni Douala, qui était un véritable tortionnaire, qui passait son temps à arrêter les gens, à faire chanter, à torturer les Kabyles pour savoir qui faisait quoi. Donc tout pouvait se voir dans les SAS. Donc euh, il y avait des officiers, ça j'en ai connu un, qui a, dans le cadre d'une opération militaire, des parachutistes étaient venus chercher dans le village dont il était l'officier de SAS deux ou trois suspects. Et cet officier de SAS avait refusé de donner les villageois qu'il connaissait, les donner aux parachutistes. Et un parachutiste l'a menacé en lui disant je vais vous tuer. Et c'était un lieutenant. Il lui a dit si vous me tuez, moi je vous tue aussi. Donc il y a eu un officier de parachutiste et un officier de SAS qui se sont affrontés pour vous dire qu'il y avait des officiers de SAS qui étaient du bon côté de la barricade et qui ont protégé les Algériens qui étaient placés sous la responsabilité administrative. Donc tout De toute façon, c'est ce qu'on voit dans les différents récits, dans tous les récits, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des Français qui étaient donc, enfin, qui étaient en Algérie pendant la période de domination, sous domination française, et qui avaient quand même refusé le choix de la facilité, en fait, hein. Et puis même, pour certains, ils ont payé extrêmement cher, comme d'ailleurs trois parmi les six assassinés du 15 mars 1962. Alors, donc là, effectivement, on voit les CSE, donc c'était vraiment je dirais presque inespéré pour les Algériens, hein. Euh, par contre, donc là, vous nous dites un petit peu que l'armée française, elle, était contre les CSE. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'attitude de l'OAS, pour le coup, qui est vraiment à l'extrême, à l'autre extrême, vis-à-vis des CSE? l'OAS, elle arrive en 1961, c'est-à-dire à la fin d'un cycle, et tout est venu du procès des barricades, au cours desquels les centres sociaux éducatifs qui n'avaient rien à faire avec l'affaire des barricades. Les barricades, c'est une désobéissance de deux régiments de parachutistes qui ont refusé de rétablir l'ordre, alors que des gendarmes mobiles avaient été gravement attaqués par des émeutiers de l'Algérie française. Imaginez aujourd'hui 17 gendarmes mobiles lors des manifestations des Gilets jaunes, par exemple, ou des manifestations des retraites, où il y a 17 gendarmes mobiles qui sont tués, une cinquantaine blessés, dont un certain nombre vont mourir de leurs blessures. Mais c'est énorme, cette chose-là. Et pour mettre de l'ordre, il y avait les escadrons de gendarmes et il y avait deux régiments de parachutistes, c'est-à-dire 20 000 hommes quand même, hein, de deux régiments. Les parachutistes ont refusé d'aller rétablir l'ordre. Et c'est le procès des barricades, c'était le procès de la désobéissance. Cette désobéissance du procès des barricades, elle annonce la désobéissance du putsch d'avril 61, où là, c'est les mêmes régiments de parachutistes qui ont refusé de rétablir l'ordre au moment des barricades vont tenter de s'emparer du pouvoir. Donc les barricades, c'est l'annonce du putsch. Et les barricades, le procès des barricades,
c'est l'annonce du 15 mars 62. Parce qu'au procès des barricades, les officiers qui ont refusé d'obéir et qui sont couverts par massue se croient obligés de diffamer les centres sociaux éducatifs qui n'ont rien à voir. Mais leur raisonnement, c'est, vous ne pouvez pas condamner des gens qui se battent pour l'Algérie française alors que vous laissez les dirigeants des centres sociaux être de connivence avec le FLN. Ils font un parallèle qui ne tient pas la route, mais il y a une audience extraordinaire. Et tous les condamnés, tous les inculpés civils et militaires des barricades vont bénéficier d'un non-lieu. Une majorité d'entre eux va partir en Espagne pour fonder l'OAS en Espagne franquiste, et l'autre partie va rentrer en clandestinité, ce sont les civils. L'OAS est née et l'idée de s'en prendre aux centres sociaux est partie des barricades et de la déposition du général Massu qui a dit les centres sociaux étaient un peu pourris, j'ai tenté de les épurer, on sait ce que veut dire l'épuration en matière de d'épuration pendant la guerre en 39-45, l'épuration des collaborateurs. Les centres sociaux étaient un peu pourris. J'ai essayé de les épurer, mais je n'y ai pas complètement réussi. Eh bien, l'OS va se charger d'épurer complètement les centres sociaux, puisque Massu leur avait donné l'idée. Les graines, effectivement, étaient semées de ce terrible attentat, de ce terrible massacre, étaient semées plusieurs années avant. Et juste pour rebondir rapidement, donc là, vous citez effectivement les deux régiments de parachutistes qui ont refusé de rétablir l'ordre suite à Barricade. voilà, l'événement des barricades. Hein. Donc, en fait, ça me rappelle, enfin, il y a quand même des échos dans l'actualité parce qu'on voit bien la puissance des syndicats de police, les plus grands syndicats de police, qui obtiennent ce qu'ils veulent du gouvernement hein, depuis plusieurs années maintenant. Hein, donc il y a quand même un écho, il y a quand même un écho avec, enfin on verra dans les prochaines années comment ça va se passer, mais je pense, enfin je trouve qu'il y a un écho dans le présent par rapport à ce que vous décrivez. Alors pour en venir justement donc à cet assassinat, à ce massacre du 15 mars 1962, est-ce que donc vous avez pu grâce à un travail historique d'historien minutieux, vous avez pu retracer les étapes de ce massacre, de cet assassinat. Alors je dis assassinat parce qu'il y avait le côté préméditation, donc c'est différent d'un meurtre. Hein, donc dans un meurtre, voilà, il peut y avoir ou pas préméditation, mais quand on dit assassinat, c'est qu'il y a préméditation. Et puis on peut le qualifier aussi de massacre parce que voilà, il y a des détails sordides qui montrent quand même qu'il y avait un côté, je sais pas, pervers sadique, on va dire, Nombre. dans l'exécution des auteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce massacre et voilà, et notamment ben, les éléments assez importants qui ont une importance, on va dire, politique, hein, une résonance politique, et aussi en termes de preuves, hein, qui ont une importance forensique en termes de preuves pour donner des indications sur qui était derrière ce massacre. J'ai commis deux livres, celui de 1990 où j'ai travaillé à partir de témoignages, et puis celui de 2024 où j'ai travaillé à partir d'archives. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les archives de police et de justice recouvrent exactement les témoignages que j'ai pu recueillir de gens qui étaient sur place, qui étaient au Château Royal, qui étaient dans la salle de réunion et qui ont été interrogés par la police. Ça, comme quoi, des témoignages de première main peuvent être aussi fiables que les archives. Mais les archives sont importantes parce que face aux témoignages de gens des centres sociaux éducatifs, j'avais, si je puis dire, les contre-témoignages des assassins, qui, eux, ont décrit autre chose que ce qu'ont décrit les témoins. Les acteurs, les criminels, les terroristes français ont décrit leur affaire comme une affaire de guerre, comme un haut fait d'armes, où ils ont été courageux, ils se sont lancés à l'assaut du PC, poste de commandement des centres sociaux, alors que ça n'était que des bureaux administratifs avec des fonctionnaires femmes, sans mépris pour les femmes, avec des fonctionnaires femmes et des hommes totalement désarmés, sinon d'un stylo et d'une paire de lunettes, alors que les terroristes, eux, étaient surarmés, entraînés, c'étaient des anciens parachutistes,
tous tueurs de sang-froid, chevronnés du meurtre, sans connaître ce qu'ils vont assassiner, ce qui demande d'ailleurs une certaine distance par rapport aux actes qu'ils commettent. L'intérêt des archives, c'est d'avoir démoli, d'avoir déconstruit l'Amérique française. Les membres de l'OS n'étaient que des petits truands qui a fait l'appel des six-noms dans la salle de réunion. Je ne me suis jamais engagé pour défendre l'Algérie française. J'ai défendu ma peau, c'est tout. Et puis, j'avais pas d'argent. Donc, j'ai été payé, j'ai eu un salaire. Le pauvre va presque pleurer sur son sort. L'intérêt des archives, ça a conforté et ça a totalement démoli le témoignage des salauds qui ont tué mon père et ses compagnons. Quelle était la façon dont ont été exécutés ces six dirigeants des CSE? Il y a quand même un détail assez sordide qui montre que, voilà, qu'on peut le qualifier de massacre. Hein, est-ce que vous pouvez nous parler de ce détail un petit peu sordide? Oui, oui, bien sûr. Vous savez, ce détail-là, de mon point de vue, il est moins important sur le plan moral que le fait d'être payé pour faire ce crime-là. C'est-à-dire, on les a payés pour tuer des gens qu'ils ne connaissaient pas. On les a recrutés comme ça. On les a recrutés parce que c'était des hommes de main, parce qu'ils étaient capables de tuer de sang-froid, de face des gens qu'ils ne connaissaient pas, d'aller dans une salle de réunion. C'est ça leur qualité, c'était ça leur qualité, c'était des hommes de main, c'était des gangsters, c'était des voyous, des malfrats. On les payait et ils allaient tuer. Le fait qu'ils aient été sous les ordres d'un dénommé De Gueldre, qui était un parachutiste du premier régiment étranger, que dans le régiment étranger de parachutistes, il y avait 55% d'Allemands, et que ce sont les 55% d'Allemands du premier régiment étranger de parachutistes qui ont commis le putsch d'avril 61 pour renverser la République française. Ça se dit pas beaucoup, mais c'est quand même assez pittoresque de voir que ce sont d'anciens de la Waffen-SS qui ont voulu s'en prendre à De Gaulle et de renverser la République française. On ne le dit pas assez parce que, comprenez, les légionnaires, les régiments dits d'élite, les troupes de choc, tout ça, il y a un côté, une aura. Ce sont des héros, ce sont des surhommes. En réalité, ce sont d'anciens Allemands repentis et recyclés dans la Légion étrangère qui ont voulu renverser la République. Et donc, ces gens-là ont appris à leurs petits copains français de la Légion comment on tue les Juifs et les résistants en leur tirant dans les jambes. Et c'est ce qui s'est passé le 15 mars 1962. On a d'abord commencé à tirer dans les jambes des six victimes pour que leur souffrance dure quelques secondes de plus. C'est assez sordide, mais venant de gens qui n'étaient que des petits malfrats, qui avaient rien dans la tête, qui ne faisaient ça que pour l'argent, sans aucun. Bon, moi, ça m'apporte rien de plus, comment dirais-je, ça fait que conforter mon opinion, la mauvaise opinion, le mépris dans lequel je les tiens. Ce que je plains, voyez-vous, ce sont les enfants de ces gens-là. Et on m'a dit que les enfants de ce Gabriel Anglade-là avaient désapprouvé ce que leur père avait fait. Vous vous rendez compte que ce type, après avoir fait ce qu'il a fait le 15 mars, prendre l'argent des victimes, prendre leurs papiers, rentrer chez lui, il dit bonjour à sa femme, il dit bonjour à son fils, il les enfants, bonjour les enfants, il mène une vie normale après avoir commis ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je les plains, ces enfants, d'avoir eu un père comme ça. Je suis plus fier d'avoir le mien. Oui, c'est sûr, c'est des sociopathes de la pire espèce, hein, clairement. De toute Oui, façon, bon, en général, de toute ouais. façon, ils appartenaient à la Légion étrangère, me semble-t-il, n'est-ce pas, hein? Le chef du commando, Le Roger chef. de Gueldre, était un ancien de la Légion étrangère. D'accord, Celui qui a fait l'appel des noms a fait son service militaire dans les parachutistes. d'accord, Les d'accord. autres, je n'ai pas suivi leur cursus Hmm. puisqu'ils n'ont pas été arrêtés pour d'autres affaires, hein. Et donc, je n'ai pas su. Oui, oui, leur pédigré, effectivement, oui, c'est ça.
J'aimerais bien qu'on aborde quand même l'OS aujourd'hui dans la République française. C'est quand même important, parce qu'il ne faut pas oublier que le doyen de l'Assemblée nationale française, M. Goncalves, le doyen de 80 ans, président de l'association France-Algérie, excusez du peu, c'est quelqu'un qui a nié la gravité des crimes commis par l'OS. Quand on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez des crimes contre l'OS, il a répondu les crimes de l'OS, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger ou pour. Madame est la fille de M. Tabarot, le boxeur qui a fondé l'OS à Oran. Elle a un frère qui s'appelle Philippe Tabarot, qui a été ministre des Transports. Donc, tout ce petit monde représente l'OAS au sein de la République. Une chose, on ne peut pas reprocher à Philippe et Michel Tabarot d'être les enfants d'un fondateur de l'OAS, d'être les enfants d'un criminel, d'être les enfants d'une organisation qui a assassiné le général de corps d'armée Philippe Ginesté. Une petite parenthèse, l'officier supérieur le plus élevé de l'armée française a été assassiné par l'OAS, il n'a pas été assassiné par la LN. Ce jour-là où le général Philippe Ginesté a été assassiné, à ses côtés se trouvait le lieutenant-colonel Mabille, un lieutenant-colonel assassiné avec un général de corps d'armée par l'OAS. Et comment ont-ils été assassinés, ces deux malheureux? Ils ont été assassinés dans la morgue d'Oran, où ils étaient venus se recueillir devant le corps du lieutenant-colonel commandant un régiment A. Les officiers supérieurs les plus élevés français ont été tués par l'OAS. Ils n'ont pas été tués par le FLN. Soit les fils de membres de l'OAS, ils ne sont pas responsables des engagements et des crimes commis par leur père. On ne peut pas le leur reprocher. Sauf que Michel Tabarot s'est opposé avec violence contre une députée Europe Écologie Les Verts en se revendiquant fille de l'ancien de l'OAS. À ce moment-là, elle a cautionné les actes de son père. Et là, c'est différent. Cette femme aurait dû être sanctionnée par la présidente de l'Assemblée nationale pour apologie du terrorisme, dans la mesure où il est admis aujourd'hui par tous les historiens et par l'université française tout entière et étrangère que les membres de l'OS étaient des terroristes. Ils étaient des terroristes. Par conséquent, se déclarer fier d'être la fille d'un terroriste au sein de l'Assemblée nationale, ça s'appelle faire l'apologie du terrorisme. Et à ce titre, on doit sanctionner. Eh bien non, on promet son fils, qui a d'ailleurs des casseroles assez, assez graves, mais un de plus, ministre des Transports. Il y a une promotion des descendants des fils de l'OS Oui, oui, c'est une 2025. oui, 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 c'est une caractéristique clairement enfin oui, de la classe politique actuelle. Oui. Euh, alors, Et des choix politiques. des choix politiques, oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand même, parce que là, les six familles, hein, vous, les six familles de ces, comment dire, dirigeants Victimes, oui. voilà, des centres socio-éducatifs. Donc déjà, c'était un choc pour vous, bien sûr, les assassinats en eux-mêmes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire après, donc, quelle enquête est-ce qu'il y a eu et sur quoi a-t-elle abouti cette enquête? Oui, ben, dans l'enquête, je pensais qu'il n'y en avait pas eu du tout. En réalité, je me suis trompé, il y en a eu une, effectivement. Elle a été conduite par, euh, je n'ai pas le nom tout de suite, mais je le donne dans mon livre, par un officier de police judiciaire du commissariat de police dont dépendait Benaknoun, ses supérieurs, en disant que l'enquête était close au bout de 48 heures. C'est-à-dire que le monde entier, France Inter, Europe numéro 1, l'Écho d'Alger, la Dépêche quotidienne, Le Monde, l'Humanité, tout le monde savait que c'était l'OS qui avait fait le crime,
Mais l'officier de police judiciaire de gouvernement d'Elbiard, lui, il ne savait pas. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. On l'a relancé ensuite sur ordre du parquet, sur ordre de la, comment on appelle ça, de la chambre d'accusation de Paris. C'est le ministère de la Justice à Paris qui a donné l'ordre au procureur général d'Alger de faire une enquête. Et donc, un juge d'instruction a été nommé qui a demandé à la police de reprendre l'enquête. La police l'a repris après 15 jours de retard, avec 15 jours, donc ils n'ont pas été très pressés de faire aboutir l'enquête. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu réellement d'enquête sérieuse qui a été conduite pour découvrir les assassins du 15 mars 1962. Oui, voilà. Donc, j'imagine que c'était un énième choc pour vous, les familles. Alors, quand même, cet événement-là, cet assassinat, c'est un événement historique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été traité aussi bien par l'État algérien que par l'État français ben, dans les 63 années hein, qui ont suivi hein, jusqu'à aujourd'hui? Alors, je sais que au niveau de l'État algérien, donc ils ont nommé l'école où a eu lieu l'assassinat après votre papa. Hein. D'ailleurs, moi j'ai fait tout mon cycle primaire dans cette école-là et j'en suis Ah très bon? fier et j'en suis très content, oui, oui. Et je salue Madame Larbaoui, hein, qui était directrice de l'école, qui était Oui, une tout directrice à fait. extraordinaire. Vraiment, je salue tout son travail parce que voilà, on ne pouvait pas rêver d'une meilleure scolarité primaire, voilà, tout simplement. Et puis, je salue aussi Mademoiselle Touta qui a dû se marier depuis. Pour enfin, j'étais avec elle pendant les 4 premières années, c'était aussi formidable. Et donc là, je pense que c'était un bel hommage quand même à votre papa, tout à fait mérité cet hommage. Mais d'ailleurs, j'ai derrière moi, hein, j'ai mis en fond d'écran enfin, une photo de l'inauguration de l'école. Et d'ailleurs, vous avez cette photo-là au dos d'un de vos ouvrages. Ben, je crois, oui, voilà, l'assassinat de Château-Royal. Hein, Oui. voilà. Donc, oui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cet événement a été traité par l'État français et l'État algérien ben, sur les 63 dernières années? Bien sûr, dans les jours qui ont suivi le crime, l'émotion a été très, très importante, puisque pour la première fois dans son histoire, l'université française tout entière a rendu hommage à ces 6 enseignants assassinés. Il aura fallu attendre plus de 50 ans, 55 ans plus tard, pour que l'université et la France entière rendent hommage à Samuel Paty, puis après Michel Bernard. Donc la minute de silence à la mémoire d'enseignants, l'élément fondateur de tout cela, ça a été le 15 mars 1962. Oui, bien sûr, il y a eu l'école Oudaoudia, dans laquelle euh, vous avez été élève. C'est bien, son fils, Malik Arbaoui, est un ami. Et il est président d'une association d'amitié entre l'Algérie et la France, c'est très bien. Et puis, il y a eu en 2001 une plaque commémorative qui a été apposée au ministère de l'Éducation nationale français, au sein rue de Grenelle, à la mémoire des 6 enseignants assassinés. Et tous les 15 mars, depuis 2001, il y a un hommage qui est rendu par l'association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraoun et de leurs compagnons. Il y a eu toujours un représentant de l'État français lors de ces hommages annuels, jusqu'à l'absence de Jean-Michel Blanquer. Donc, lorsque j'ai vu que Jean-Michel Blanquer n'était pas représenté, j'en ai informé la présidence de la République. Et Emmanuel Macron a donné pour consigne au ministre en place au sein rue de Grenelle, qui n'était plus une dépendance du ministère de l'Éducation nationale, ça a été une dépendance d'autres ministères, et à ce que le ministre qui siège au sein rue de Grenelle honore de sa présence l'hommage rendu aux 6 enseignants. Et Emmanuel Macron a été entendu au-delà. Son successeur, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation de la fonction publique, était présent en tant que ministre à l'hommage. Donc la République française a fait ce qu'elle a dû
ce qu'elle devait faire et au-delà. Et je crois que les 6 fonctionnaires de l'éducation nationale, membres des centres sociaux éducatifs, ont été honorés depuis 2001 comme, comme l'Algérie aurait dû le faire. Parce que par comparaison, la plaque commémorative derrière laquelle vous vous trouvez et devant laquelle des jeunes enfants sont venus chaque 15 mars pendant un certain nombre d'années après 1962, en 2005, avec nos amis de l'association, les amis de Max Marchand, de Mouloud Ferrand et de leurs compagnons, nous nous sommes rendus sur place pour essayer de rendre hommage. Et nous avons été interdits d'hommage. L'Algérie nous a interdit de rentrer dans les lieux au prétexte que c'était une zone, un lieu de l'armée. C'est une humiliation que je ne pardonnerai jamais aux dirigeants algériens. Depuis 2005, je n'ai plus remis les pieds en Algérie, étant donné le mépris avec lequel on a traité ces 6 enseignants. Donc, quand on fait un parallèle entre l'hommage rendu à Paris et l'absence d'hommage rendu à Alger, c'est assez triste pour mon père et ses collègues de l'Algérie dans une relation fraternelle entre les deux pays. C'est grave ce que commet l'Algérie. Tout à fait. Et bon, malheureusement, je dirais les premières victimes des dirigeants algériens, c'est les Algériens eux-mêmes. Et, Oui, euh, oui, et voilà, donc malheureusement, enfin, c'est pas étonnant, malheureusement, hein, je dois le dire. C'est vraiment pas étonnant. On a des élites, voilà. Je dirais, en fait, c'est des élites qui sont un pur produit de la colonisation. C'est-à-dire, ils sont complètement colonisés dans leur tête voilà, ils sont archaïques, ils sont dans des schémas totalement dépassés. Et voilà, donc ça se manifeste de différentes façons, y compris pour ne pas reconnaître, pour ne pas, enfin, ne pas commémorer ou permettre de rendre hommage à des tristes événements comme l'assassinat du 15 mars 1962. Alors quand même, en termes, oui, donc, vous parliez tout à l'heure un peu de l'évolution politique, on va dire, de certaines figures de l'OAS, et puis du fait que, alors vous aviez rapidement abordé le sujet, mais en réalité, donc ces terroristes de l'OAS, alors ils étaient payés par l'OAS pendant qu'ils commettaient leurs crimes, c'est-à-dire que c'est des gens qui, bien sûr, étaient obligés de passer ils étaient obligés de se cacher, hein, donc de quitter leur travail, etc. Et donc, ils avaient besoin d'une compensation parce qu'ils n'avaient plus leur salaire. Hein. Donc, c'était soit des militaires, soit des civils qui quittaient donc leur travail et qui avaient besoin d'une compensation. Et c'est l'OAS qui leur compensait leur salaire habituel, voire même avec des oui. bonus. Hein. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que la France a en quelque sorte euh, elle a en quelque sorte fait une espèce d'opération de blanchiment de toutes ces œuvres terroristes hein, commises par ces gens-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Il y a eu une multitude de procès contre des civils et contre les militaires déserteurs et contre des civils terroristes, des jugés condamnés, pas pour l'affaire du 15 mars, pas pour l'assassinat du commissaire Gratien, pas pour l'assassinat du commissaire Mohamed Ouamri qu'il a commis, pas du tout pour les crimes de sang. On l'a arrêté pour la tentative d'assassinat du général de Gaulle. Donc, la France n'a pas passé quand même l'éponge sur ces criminels du jour au lendemain. Ceux qu'elle a pu arrêter ont été jugés, ont été condamnés, mais au nom de la raison d'État, au nom de l'unité de la nation, ils ont tous, les uns après les autres, bénéficié des lois d'amnistie. Mais une chose est de pardonner, autre chose est de récompenser. Et ça, c'est François Mitterrand qui a donné l'idée à tous les dirigeants, non seulement d'amnistier, c'est-à-dire l'amnistie, c'est le pardon de la nation pour les fautes qui ont été commises. Vous avez été arrêté, vous avez été jugé, vous avez été condamné en application du droit, vous avez fait un temps de prison, maintenant, c'est fini, on tire un trait et vous allez reprendre votre vie normale. Mais autre chose, votre carrière, on va vous reconstituer votre décoration. Et donc, le temps que vous avez passé dans la désertion et dans le crime, ça va vous compter comme temps d'ancienneté. Ça, c'est inadmissible.
et tous ces officiers tortionnaires qui, depuis 1981, ont tous reçu des décorations. Le dernier en date par Emmanuel Macron, le capitaine lieutenant Estoup, je crois, oui, avait protégé, expliqué, justifié le fait qu'un de ses copains de la Légion étrangère est torturé et déserté et fait une tentative d'assassinat contre un malade hospitalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Non, il faut séparer deux choses. Le pardon de la nation et puis la récompense à des anciens tueurs, des anciens déserteurs. Là, ça ne va plus. De mon point de vue, ça ne va plus. Oui, parce qu'en fait, ils ont été, non seulement ils étaient rémunérés par l'OAS pendant qu'ils commettaient des actes terroristes, mais en plus, l'État les a rémunérés de façon rétroactive, n'est-ce pas? Hein. Il leur a redonné leur solde qu'ils n'avaient pas eu parce qu'ils avaient quitté leur travail pour rejoindre l'OAS, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y en a qui ont la double peine, eux, ils ont la double récompense. Voilà. Oui, Et oui, donc, c'est. le temps qu'ils ont passé dans la désertion pour les militaires leur est compté comme ancienneté. Et pour ce qui concerne les civils, le temps pendant lequel ils n'ont pas pu, les pauvres, travailler normalement et cotiser pour la sécurité sociale et la retraite, on leur a donné une compensation financière pour qu'ils puissent avoir une retraite pleine et entière. Contre, pour les six victimes, ma mère en est restée à l'ancienneté de mon père en 1962. On n'a jamais compensé sa retraite. Il y a quand même, il y a quand même un schéma, quand même. On retrouve, enfin, c'est toujours les mêmes qui sont récompensés, toujours les mêmes qui sont punis, hein, me semble-t-il. Mais Oui. justement, j'avais une question qui est un petit peu liée à ça. Donc, au moment où en France, les forces d'extrême droite n'ont jamais été aussi fortes depuis 1945, et où simultanément, beaucoup de gens réalisent le caractère peu démocratique, voire même antidémocratique de la Ve République avec sa constitution semi-présidentielle, ça s'appelle techniquement, hein, qui donne énormément de pouvoir au président. Quelles sont, selon vous, les leçons que l'on peut tirer de cet assassinat de ces six dirigeants des centres socio-éducatifs le 15 mars 1962 en Algérie, sous occupation française, qui était à quelques jours quand même d'un cessez-le-feu, hein. Donc, ils ont été assassinés le 15 mars, le cessez-le-feu, c'était le 19 mars. Et puis l'indépendance, donc c'était le 5 juillet, donc c'était quelques mois, quelques semaines même, on pourrait dire, plus tard. Quelles leçons peut-on déduire de cet événement, du traitement de cet événement par la France et quel parallèle dressez-vous avec la situation actuelle, donc une situation où l'extrême droite, encore une fois, n'a jamais été aussi forte? Le fait qu'on ait rendu hommage en 1962 à ces enseignants assassinés, qu'on ait rendu ensuite hommage pour Samuel Paty, il y a maintenant une tradition d'hommage et de respect à l'égard des enseignants. Les enseignants, c'est un peu comme les soignants. On ne doit pas toucher à ces gens-là. Ils doivent être l'objet d'un respect et quand on porte atteinte à leur intégrité, ils doivent être l'objet d'hommage. Par contre, il faut savoir, comment dirais-je, il faut savoir condamner ce qui est condamnable. Et quand un officier comme Le Pen a pratiqué la torture, il est tout à fait anormal qu'il devienne chef de parti, fondateur du Front National, et qu'on le retrouve euh, comme deuxième, numéro 2, susceptible de monter à la présidence de la République. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans notre cinquième République. On Oui, n'imagine pas d'anciens SS prétendre à être président de la République d'Allemagne. Eh bien, nous, on a failli avoir un tortionnaire authentique, revendiqué, à la tête de l'État. oui, C'est alors, ainsi. oui, voilà, c'est ça. Et donc, Le Pen, Jean-Marie Le Pen est décédé il y a à peine quelques semaines, hein, quelques jours. Et en fait, il y a des ministres qui lui ont rendu hommage quand même, hein. Donc, on voit quand même que les idées d'extrême droite, aujourd'hui en France, elles se sont banalisées, y compris en dehors des partis d'extrême droite, hein, y compris auprès de personnes qui sont au gouvernement, dans les plus hautes positions du gouvernement et puis même du Parlement, évidemment. De toute façon, dans le Parlement, l'extrême droite est largement Oui, représentée. oui, Euh, oui, oui. voilà. Donc, est-ce que vous voyez un parallèle avec la façon dont la France a récompensé, comme on disait tout à l'heure, hein, elle a récompensé
ces terroristes de l'OAS, doublement, comme vous le disiez, effectivement. Hein, ils étaient rémunérés par l'OAS pendant qu'ils commettaient des actes terroristes et par la République à titre rétroactif. Et alors que vous, les familles de victimes, vous avez reçu la double peine. Est-ce que vous voyez un parallèle? Est-ce que c'est un peu une coïncidence en gros? Ou est-ce il y a quand même, on pourrait dire, c'est quand même comment dire, une lame de fond, hein, une tendance de fond? Il y a une continuité, il y a une continuité avec le fait que une partie de la France n'a pas accepté l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est clair. Et les amnisties de Gaulle, les amnisties de Giscard d'Estaing, les amnisties de Mitterrand, les récompenses des généraux, des officiers félons, tout ça, il y a une continuité idéologique. Vous l'avez lu sûrement dans mon livre, l'hommage rendu à Gabriel Anglade, celui qui a fait l'appel des noms. Tout le monde sait, tout le monde savait ce qu'il avait commis, puisque lorsqu'il s'est présenté aux élections sur la liste du maire local, je suis allé dans la campagne électorale dénoncer sa présence et il y a eu un tract qui a été déposé dans les boîtes aux lettres des gens de Cannes-sur-Mer pour dénoncer sa présence. Et les gens ont voté dès le début à 60% pour lui. Et lorsqu'il est mort, ses obsèques, c'était véritablement une panthéonisation. Par conséquent, le Midi de la France avec il y a des cénotaphes, des plaques, des monuments, des statues à la gloire de l'Algérie française, près de 100 à 150 dans le Midi de la France. Il y a donc une déviation totale de l'opinion et la caution à des gens qui ont été sanctionnés et condamnés en droit français et auxquels des députés avec leur écharpe tricolore viennent rendre hommage, alors que ça ne devrait pas, c'est de la forfaiture pure et simple. Donc la France connaît un dérapage très grave, une perte de ses repères démocratiques, un mépris de ses jugements, de ses magistrats.